Aujourd'hui, je suis avec Jean-Louis Alberge qui va revenir avec nous sur ce magnifique parcours qu'il a fait. Puisque oui, Jean-Louis Alberge est un vétéran du MMA français. Il a commencé sa carrière il y a pas si longtemps que ça. Il l'a fini il y a encore moins longtemps. Mais alors, quel parcours avec notamment, avec en point d'orgue, 2 affrontements contre la légende japonaise Hayato Sakurai. Alors, bonjour à toi Jean-Louis. Bonjour, Fred. Alors, je voudrais que tu reviennes avec nous déjà par le commencement. Comment as-tu eu cette idée de te mettre aux arts martiaux, puis de revenir aux arts martiaux mixtes? En fait, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé le judo à l'âge de 9 ans, donc jusqu'à l'âge de 21 ans à peu près, 20 ans. Donc j'ai atteint la ceinture noire première dan, j'étais pas loin du deuxième dan. Et j'avais un ami bien connu, Arnaud Templier, ami d'enfance, surnommé El Loco, parce que ça lui plaît, ça lui va bien, qui était déjà champion de France de boxe française. Donc moi j'étais dans le judo, ça commençait un peu à... ça me plaisait plus trop. J'avais fait un peu le tour au niveau technique, et donc on faisait souvent des petits sparring entre nous, lui avec la boxe et moi avec le judo, et je voyais que j'avais rien à distance. Donc à partir de là, il m'a convaincu d'aller à la boxe française avec lui, et puis du judo je suis passé au pied-point. D'accord. Donc quelques combats en boxe française, Critérium Île-de-France, tout ça que j'avais remporté, avec Arnaud Templier à mes côtés et Hubert Abella qui était notre entraîneur, un entraîneur de référence en matière de boxe française. Et ensuite en 98, il y a eu les premières rencontres Open de France de lutte contact. C'était ça à l'époque, c'était la lutte contact, un peu le pancras d'aujourd'hui. Donc des tournois où tout le monde s'inscrit par catégorie d'âge, par catégorie de poids, oui, uniquement, quelle que soit la discipline. Et ça se fait comme ça, quoi. Tu prends la licence sur place, tu te pèses, tu combats, et puis voilà. Donc, ça s'est bien passé, puisque moi j'ai remporté les Coupes de France, les Open de France, et ça a amené peu à peu à la suite, quoi. Ça, c'était vraiment le tout début. Alors, on te retrouve à cette fameuse compétition qui a marqué un peu l'histoire du MMA français, le Golden Trophy. Ouais. C'est ce Golden Trophy où tu débutes le 20 mars 1999. Ouais. C'était pour 3 combats. Ouais, c'est un tournoi. Alors, reviens avec nous là-dessus parce que tu as 3 combats à faire. Est-ce que tu connais tes adversaires? Et raconte-nous ça parce que c'est un peu, je pense, à l'ancienne, on va dire. Ouais, c'est à l'ancienne. Maintenant, ouais, ils ont l'habitude. Et tous les gars là, notamment les contenders, c'est 100%, c'est des tournois, donc maintenant ils ont l'habitude. En ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de tournois, donc c'est vrai que le Golden Trophy c'était la référence. Donc après avoir gagné les Open de France, les Coupes de France, qui sont des combats amateurs, on a fait passer directement au Golden Trophy, qui était un peu, comme qui dirait, c'est les professeurs qui se rencontrent. Donc voilà, je suis passé à l'étape au-dessus. Golden Trophy, non, tu sais pas sur qui tu tombes, c'est préparé à l'avance, comme les gars là, mais t'as pas les noms à ce temps-là. Donc j'ai intégré le tournoi. Il y avait aussi il y avait beaucoup de Français, puisqu'il y avait Damien Riccio, James Javot aussi, à l'époque. Et puis j'ai rencontré un premier combattant issu du Kung Fu. Maxime Goffel. Voilà, que j'ai mis KO au premier round. En demi-finale, j'avais rencontré Raphaël Schmitt. C'est exactement ça. Voilà, ouais. Donc qui était une référence en matière de jiu-jitsu brésilien, puisqu'il était champion d'Europe et 5 fois champion de France de sambo, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai battu au point. Et après en finale, Hayato Sakurai, je ne savais pas trop, il avait fait une 3e place en absolute à Abu Dhabi juste avant, puis il avait mis... en absolute, en grappling. Donc un très bon grappleur, debout on ne savait pas trop, il est venu ici, les 2 premiers combats qu'il a fait dans le tournoi, il les a gagnés. Le premier facilement, le deuxième c'était face à Damien Riccio et il a gagné au point. Et je suis arrivé en finale, on va dire il n'y a pas d'excuse, mais moi j'en avais, puisque c'est très court le temps entre Schmitt et lui, il y a eu 5-6 minutes seulement de récup. Vraiment c'était court, on m'a envoyé, c'est parti, on y va, on y va. Et je me suis fait surprendre sur une clé de bras. Assez rapidement, après un échange debout, pied-point. J'ai bien répliqué, puis après m'amener au sol. Erreur au sol, du jigatame. Voilà.
Ça s'est passé comme ça, donc je suis arrivé en finale. Est-ce que tu savais vraiment qui tu affrontais en toi? Est-ce que tu savais que tu avais affaire à une légende japonaise? Non. Non. Non, Parce non. que, pour rappel quand même, Hayato Sakurai, c'est un homme très très connu. Il a battu 2 fois Shinya Aoki. Il a battu McDonald's, Joachim Hansen, Jens Pulver, Dave Mene, qui a été le premier champion UFC dans sa catégorie, Frank Trigg, Damien Riccio évidemment, qu'on a cité tout à l'heure, et Phil Baroni. Il a affronté aussi Anderson Silva, Matthews et David Baron, qui l'ont vaincu, mais quand même, il les a rencontrés. Et tu savais que tu avais affaire à un homme comme ça quand même? Non, à ce moment-là, non. À ce moment-là, non. On le savait au fur et à mesure que les combats avançaient, qu'il était très fort, mais c'est tout, sans plus. Et puis, peu importait, hein, de toute façon, à l'époque, là, on y va. Mais non, à cette époque-là, à ce moment-là, du premier Golden Trophy, là, on ne savait pas à qui on avait affaire, quoi. Ouais, donc c'est vraiment un peu la mentalité de ses premiers UFC, presque, je dirais. Bah... Donc tu savais pas qui t'avais affaire en non, face. tu savais pas. Puis il n'y avait pas de vidéo internet, hein. 99, il n'y avait pas tout ça, hein. On visualisait pas avant, hein. Donc non, on savait pas. Donc c'était un bon résultat déjà. C'était bien déjà en finale. Et puis à partir de là, suite à cette soumission que j'ai pris, il a fallu travailler plus le sol. Donc là, à partir de là, je suis parti chez Loïc Pora au Cajun Club. Parce que c'était lui précurseur, notamment pour tout ce qui est sol. Tout le monde venait chez lui pour le pancras. Il était champion d'Europe. Il y avait... Sébastien Lowe Caporal aussi, qui était champion d'Europe aussi, toute cette époque-là. Et puis Maurice Rimbon, et ainsi de suite. Donc j'ai dû partir en parallèle du club haute tension où j'allais en pied-point, aller tourner là-bas chez Loïc Pora. Et donc on te retrouve en Angleterre. Ah oui, ouais. Au Pancras United Kingdom. Ouais. Un événement où tu étais justement en compagnie de Loïc Pora. Ouais, parce qu'il combattait aussi, ouais. C'est ça. Et un match intéressant, très intéressant, puisqu'il s'agissait de Liodin contre Maurice Rimbon, qui combattait aussi. Et là, tu prends ta revanche parce que tu gagnes par soumission. Ah oui, là je gagne par soumission, ouais, sur un anglais, un anglais qui était un peu arrogant, tout ça, donc... c'était assez difficile là-bas, on est arrivé dans des conditions particulières, hein. Partir à 5h du matin, prendre le ferry, arriver à 16h, 17h, aller à la pesée et boxer dans la foulée. Voilà, c'était ça. Donc c'était des conditions qui étaient vraiment pas bonnes. Sur ce France-Angleterre, on est parti à 10, on est 2 à avoir gagné. Un élève à Cyril Diabaté qui avait gagné, Christophe je sais plus qui était bon. Et donc j'ai gagné par soumission. Je suis tombé sur un adversaire arrogant qui est venu me serrer la main et qui m'a dit je suis désolé. Donc à partir de là, il y avait aussi Cyril dans mon coin. J'ai dit à partir de là, je gère plus le combat, ça rentre direct. C'est pour ça que c'est parti assez vite. Et puis après, j'ai sur un genou, une projection et une clé de bras. Donc voilà. Alors, après, il y a cette fameuse revanche contre Hayato Sakurai, mais cette fois-ci, deuxième combat. Ouais. Alors, tu perds la décision, mais il y a beaucoup à dire cette fois-ci. Ah ouais, il y a beaucoup à dire. Ouais, il y a beaucoup à dire. Disons que la lutte contact, dans ce temps-là, c'était un peu comme une petite secte. Ouais. Si tu voulais faire leur formation, si tu voulais faire formateur, c'est bon, t'es pris dans le groupe, t'es suivi, voilà. Moi, je voulais pas faire ça. Ils savaient très bien qu'après, je voulais aller dans le MMA, dans le free fight, comme on appelait. Ouais. Et j'étais là pour faire le combat. C'était France-Japon. Ils m'ont mis en super fight avec Sakurai, donc ils m'ont mis évidemment la plus grosse pointure. Et moi, ça me dérangeait pas, au contraire. Hein, je préfère ça, hein, affronter une personne en ce temps-là. Enfin, je préférais affronter quelqu'un comme lui. Ça m'apportait plus. J'avais rien à perdre. Et c'était un bon défi, mais c'est vrai qu'ils ont favorisé les autres, hein, tous leurs petits copains, ils leur ont donné des petits adversaires, des japonais pas très cotés, où il y avait une victoire facile pour eux, où c'était un peu bon. Mais là-dessus, oui, donc ils m'ont pas favorisé, notamment au pointage, puisque même les magazines spécialisés, c'est Karaté Bushido, Combat Bushido en ce temps-là, m'avaient donné gagnant à 1 point ou 2 d'avance. Seulement voilà, ils ont voulu mettre un extra round. Injustifié, mais moi ils ont voulu le mettre pour le spectacle. Oh, pardon, excuse-moi, désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'en vaut pas une, il y a Hatch là, ici. Hein. Ah, il y a Hatch. Dès que je fais une erreur, on va le filmer, on va le filmer, Hatch. Voilà, Hatch, il est là. Tiens, vas-y. Il est là. Ça fait 40 ans que tu peux le taper, lui. 40 ans. Ça fait 40 ans.
Il est venu là pour me bousiller l'entretien là. Mais non, ça va aller. Si, non mais on se connaît bien. Il est là pour me bousiller l'entretien. Bon, ouais. Donc, donc je disais, ça a été injustifié. J'avais gagné le combat, il y a eu un extra round, il fallait faire. Il voulait à tout prix qu'il revienne l'année suivante. Donc ils l'ont favorisé. À la suite de ça, pendant l'extra round, j'ai eu une rupture des ligaments croisés. Sur un décalage, ça a pété. Et j'ai réussi à finir les 2 minutes 30, 3 minutes qui restaient. Et perdre par décision contre lui. Est-ce que tu nourris des regrets par rapport à ce combat? Non, maintenant je n'ai plus de regrets. Sur le moment, oui, bien sûr. Des années d'après, je devais combattre en Hollande par la suite, un Hollandais, Brian Enjo. J'avais étudié les vidéos. J'avais parlé à l'avance, mais je pense que je l'aurais battu. On a envoyé quelqu'un à ma place qui était moins expérimenté, qui a fait match nul avec cet adversaire. Ouais, j'ai eu des regrets, ça m'a ouvert la porte de la Hollande, le Japon en ce temps-là, puisqu'il y aurait eu une belle obligatoire. Il y avait plein de choses et ils ont tout bousillé là-dessus. Voilà, ils n'ont pas été impartials et c'est comme ça parfois dans le sport. Alors ensuite, on te retrouve au Maroc. Ouais, c'est Cyril qui faisait le matchmaking. Ouais. Et pour un très bon show, hein, la Falcard était vraiment excellente. Hein. Il y avait Fabrizio Verdum déjà, contre Christophe Midou, Moïse Rimbon contre Stéphane Potvin, le Canadien, Cassim Hanan contre Jeff Lenog, et David Pierre-Louis contre Xavier Fupapokam, Greg Boucher-Lagam et David Baron également. Waouh! Ah ouais, il y avait du monde. Ouais. Il y avait 4 titres en jeu, 4 ceintures. Donc une en moins de 75, c'était Fouad Esberi de Lyon. Ouais. Son club qui m'a connu, voilà. Et il y avait donc, j'étais en moins de 85 parce qu'il y avait une place à prendre à ce poids-là, mais j'étais à 76 kg, mais j'ai pris quand même. Ouais. Voilà. Bon, l'adversaire était à 82, 83. Après moins de 93, c'était Moïse Rimbon et en poids lourd, Fabricio Verdum, voilà, contre Midou. Voilà, c'était ça. Donc ils m'ont mis un mec, c'était pas ça quoi. Ouais. Franchement. Après, voilà. Un Italien. Voilà, on aurait dit un rugbyman, il me rentre dedans, c'est tout ce qu'il sait faire, il met des patates dégueulasses. Donc voilà, ça s'est vite terminé. Voilà, il m'a amené au sol, après je me suis relevé, je l'ai enchaîné, un coup de coude qu'il a pris au-dessus, puis après, abandon. Donc, alors, après ça, on te retrouve, cette fois-ci sur ton dernier run, on va dire. On te retrouve au Tour Twendel, en Hollande. Ouais. Avec, bien sûr, dans la carte, avec Gérard Mousasi, qui est très connu, Gérard Mousasi, pardon, et Loïc Pora. Ouais. Ah, c'est un tournoi. Qui est toujours un tournoi, c'est ça, où tu figures et où tu vas bien figurer. Ouais, voilà, parce on est parti par équipe de 3. Donc j'étais en moins de 80, Loïc en moins de 90, et au-dessus c'était Otis Guillaume. Voilà, on était une équipe de 3. On a rencontré les Allemands au premier tour, on a gagné, on a tout gagné de toute façon. Je ne crois pas qu'il y en ait un qui est perdu, à part en finale peut-être Otis, mais je ne suis pas sûr. Mais encore, il avait rencontré le frère de Hittering, Hittering. Oui. C'est une grosse perf. Mais voilà, là-dessus j'ai gagné mes 2 combats. Un au point au premier tour contre un Allemand et un sur clé de cheville en demi-finale. Après, en finale, je me suis présenté, mais l'adversaire n'était pas là. C'était un Brésilien, mais il devait être trop blessé et il ne s'est pas présenté. Donc on a remporté le Tour de Handball par équipe, c'était avec l'équipe haute tension. Alors quelle mentalité régnait-il à l'époque dans cette fabuleuse équipe, la French Connection? C'était une bonne équipe, une bonne mentalité. Une sacrée bande de guerriers en tout cas. Ouais, c'était bien là-dessus. Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu, il y avait Moïse, il y avait Loïc, Francis Carmon après qui est arrivé. Ouais. Il y avait tous les jeunes, les jeunes qu'on voit maintenant, avec qui je parle parfois sur Facebook, Norman Parisi, Johnny Frachet, Yann Rafik, eux qui sont arrivés bien après, c'est des petits jeunes. Hein. Oui. Mais il y avait Bourama aussi pour le sol, même s'il est bon debout aussi, mais il nous aidait bien pour le sparring au sol. Bendy, il y avait du monde, le Jean-François Lenog, Cassim Hanan, voilà, j'en oublie peut-être, David Baron après qui est arrivé, Xavier Fupapokam. Enfin, il y avait toute cette équipe, c'était comme des entraînements de masse. On s'entraînait au Cagine, le dimanche après-midi c'était que du sparring. Et voilà, il y avait Hatch qui venait aussi là. Ouais. Il y avait tout. Il y avait des lutteurs, il y avait des boxeurs, il y avait des gars spécialistes du sol.
Et donc ça tournait en sparring tout le temps. Tous les dimanches déjà c'était sûr, et plusieurs fois par semaine. Et voilà, il n'y avait pas de temps limite, ça tournait non-stop. Alors, c'est une question que je voulais te poser. Quelle est la différence finalement entre les combattants de ton époque dont tu es issu et ceux d'aujourd'hui qui arrivent, ces jeunes qui arrivent? Est-ce qu'il y a une différence au niveau technique ou au niveau prépa? Non, si technique ça a évolué, hein, on Oui. voit bien, c'est pas tout ce qui est underhook, tout ça, Ouais. nous on n'en parlait même pas de ça. Ouais. On sortait, il y avait d'autres sorties, mais il y a des techniques qu'on avait avant que maintenant ils n'ont plus. On travaille beaucoup sur les chevilles, on travaille beaucoup sur les clés de genoux, beaucoup. Maintenant ça se fait plus trop. Après le travail c'était pas tout à fait pareil parce que chacun avec sa spécialité. Ouais. Maintenant ils sont complets parce qu'ils arrivent tout de suite dans les clubs de MMA, donc Ouais. tout de suite ils ont les trois distances, les trois domaines. Mais nous fallait qu'on aille à droite à gauche. Moi j'allais tourner en boxe française à Bobigny avec le regretté Mamadou et puis Jaff. J'allais à un moment aussi avec Hubert Abella. Voilà, je tournais dans plusieurs clubs, j'allais en lutte, il y avait Hatch à l'US Métro, fallait que j'aille au Cagine pour le sol, donc tu vois, fallait trouver des disciplines et ça prenait beaucoup de temps. Maintenant tout est rassemblé, donc ils sont complets tout de suite, déjà. Alors, est-ce qu'il y a un adversaire que tu aurais voulu rencontrer à l'époque? Non, pas vraiment. Il y avait quelqu'un que je voulais rencontrer? Je sais même pas, moi je me souviens pas. Non, j'avais pas d'animosité envers. Ouais. Non. Mais même pour l'enjeu non. sportif. Hein, Ouais, mais même sportif. Non. Non, il n'y avait pas quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer spécialement. Je prenais toute personne de ma catégorie, ça m'était égal. Hein. Je refusais pas, c'est tout. Hein. Je refusais pas. Donc on m'aurait mis n'importe qui, j'y allais, mais j'avais pas de français. Vraiment, j'aurais aimé rencontrer. Hein. Non. Et donc depuis le 27 avril 2003, on t'a pas vu en action, ça fait maintenant 12 ans. Oui. Est-ce qu'on va te revoir une dernière fois en action? Non, j'aurais jamais le temps de. Non. Non, en termes de temps de préparation, ça aurait été impossible. Ce sera impossible pour moi de préparer quelque chose. Surtout que, contrairement à certains, j'entends parfois qui disent se faire plaisir. Moi, c'est pas un plaisir de combattre, hein. J'y allais vraiment pour gagner. Hein. Tu sais, moi, il n'y a pas de plaisir. C'est vraiment, je me prépare comme un fou. Arnaud était là aussi. Nous, souvent, on se préparait même tous les trois parce qu'il y avait Arnaud Templier, on tournait en pied-point avec lui. Après, moi, je tournais avec Hatch en lutte. Et j'étais bien là, hein. J'avais les deux. La lutte, le pied-point, j'étais tranquille. Donc tu vois, mais moi je faisais vraiment des grosses préparations. Par exemple, on me proposait un combat 2 semaines avant, je refuse. J'y vais pour gagner, donc c'est 1 mois et demi. Et donc c'est 6 fois par semaine, c'est les fractions d'épices, c'est les fractions des sacs, c'est sparring, c'est tout. Voilà. Donc faire ça pour le plaisir, bâcler une préparation, parce que tu vas avoir des petits soucis de blessure. Tout ça pour se faire plaisir aux gens, non, j'aurais pas le temps. Si j'avais eu le temps vraiment de préparer, je l'aurais fait. Parce qu'il y en a certains, bien sûr, ça aurait été pas mal. Surtout maintenant, avec toute la médiatisation qu'il y a, Oui. c'est pas comme avant. Non. Donc voilà, ça aurait été vraiment bien, mais non, le temps me permettra pas. Et puis j'ai pas mal de blessures qui ressortent quand je fais des gros entraînements. Plusieurs fois par jour. Ouais. Donc non, j'aurais pas le temps de me préparer quoi que ce soit. Non. Est-ce qu'il y a des jeunes qui te plaisent en termes de combat Ouais. Parmi les jeunes, est-ce que tu as repéré des talents qui te plaisent? Bah, j'aime bien Tom Duquesnoy, Mansour Barnaoui, avec ce qu'il a fait aussi. Oui. Là. Et les deux là, ils sont grands, vraiment exceptionnels. Très très grands. Voilà, ils sont humbles. Chose que maintenant, dans le MMA français d'ailleurs, par rapport à l'époque d'avant dont tu me disais, maintenant il y en a beaucoup qui ne sont pas humbles, que ce soit certains coachs ou même certains combattants. Ils prennent la grossette, ils font 3 combats de contenders, ça y est, on dirait qu'ils sont champions du monde. Il y en a plein, hein. Ça c'est la mentalité MMA. Il y en a beaucoup, heureusement ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a certains qui ont la grossette. Or, ce type de champion comme Tom Duquesnoy, Mansour Barnaoui, Cheick Koney,
voilà, c'est des gars qui tiennent la route, qui vont prendre des ceintures, contrer des ceintures, et j'en oublie plein d'autres, hein, et qui sont humbles. Mais certains dans la nouvelle génération, enfin, c'est souvent ceux qu'on fait le moins. Ouais. Je trouve qu'il faut qu'ils redescendent sur terre, quoi. Ouais. Un peu plus d'humilité, tu vois. Bien sûr, voilà, c'est la base. L'humilité, c'est la base. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de humble. Ici, enfin, nous, chez Hatch, ou aussi souvent, parce que je vais de temps en temps à la Snake Team, c'est que des gens humbles. Mais voilà, après, c'est pas partout pareil, hein. Là-dessus, il y a du travail à faire. Et alors, est-ce que je voudrais que tu reviennes avec nous sur tes liens d'amitié avec Hatch, finalement? Parce que vous vous connaissez d'où, de quand? Raconte-nous tout ça, quand même. On se connaît depuis l'âge de 5 ans, depuis la maternelle. Ah ouais. Donc depuis l'âge de 5 ans, bah on a tout fait ensemble, hein. Maternelle, primaire, collège, lycée, après le lycée, ici maintenant. Donc on a tout fait. Hatch veut s'exprimer. Spécialiste. Hatch, on t'écoute. Il faut juste savoir une chose, c'est que si j'ai commencé à toucher la discipline de la lutte, c'est un peu grâce à Jean-Louis, qui à l'époque commençait à découvrir lui le pied-point. Et c'est vrai qu'on cherchait à être les meilleurs dans une discipline, l'un comme l'autre. Lui avait découvert donc le pied-point. Moi, il fallait que je me découvre dans une discipline. À l'époque, j'avais 26 ans. Moi, j'étais plus muscu, course à pied ou football. Et je voulais exceller dans un sport de combat. Il m'a dit, écoute, je crois qu'il y a un sport pour toi. La lutte, je pense que ça va être super. Il a tapé sur internet. Il m'a dirigé vers le club numéro 1 à l'époque, qui était Bagnolet, si je ne m'abuse. Et en approfondissant les recherches, il s'est dit non, c'est le club numéro 2 celui-là. Toi, il faut le club numéro 1. Ah ouais, c'est vrai. Lui, c'est le numéro 1 qu'il recherchait. C'est le numéro 1, moi. Et donc, l'US Métro. Et voilà, donc après, je me suis mis à l'US Métro. Et après, j'ai fait les résultats qu'on suivit derrière. Et ensuite, on s'est rejoints tous les deux au Cagine, où les prémices du MMA pouvaient démarrer. Voilà, et là où on a rencontré Cyril, Moïse, Johnny Frachet à l'époque qui faisait ses débuts. Voilà, normal, plein de combattants qui ont aujourd'hui évolué et on est content de ce parcours. Ah ouais. Et voilà, et on suivit les résultats sportifs de Jean-Louis. On en est là aujourd'hui. Voilà, c'est la petite aparté. Ah ouais, parce qu'il venait me suivre à tous les combats, hein, de toute façon. Tous, Orléans, machin, bon voilà. Il était là sur tous les combats. Et puis la lutte, de toute façon, depuis tout jeune, on a grandi ici à Aubervilliers, donc pas de grand frère, donc il a fallu se défendre soi-même, donc si tu vois ce que je veux dire. Ça a été quand même... il y en a qui se souviennent de nous ici, hein, étant plus jeune. Donc Hatch, il excellait dans le corps à corps déjà, sans même avoir appris quoi que ce soit. Donc ça se terminait toujours au corps à corps et jetait les gars en l'air. Donc j'ai dit voilà, le sport qu'il lui faut c'est la lutte, c'est tout. C'est comme ça, je ne me suis pas trompé. Hein. Que penses-tu alors de la réussite de Hatch, ton ami, finalement? C'est exceptionnel, hein, il l'avait dit, hein, de toute façon. Hein. Il y a de ça quelques années, il l'avait déjà dit, hein, avant même... il l'avait dit, tu te souviens, hein, il voulait une salle, il voulait que ça marche, il voulait être dans le sport, il voulait ci, il voulait ça. Mais voilà, on n'aurait jamais misé à ce point-là, hein, on aurait... Hein. Non, pas une pièce. Ah ouais, j'aurais pas mis une pièce, hein. Oh là là. Alors, j'aurais pas mis une pièce, hein. Non, vous pouvez pas savoir, on n'aurait jamais su, hein. Non, mais il fait du bon travail, et il sait ce qu'il veut, et voilà, il fait des choses bien. Et malgré certaines critiques, parce que ça, il y en a toujours quand tu réussis, hein. Et ben voilà, bien sûr, on est fiers de ce qu'il a fait, et puis c'est que le début là encore. Ah ouais, parce que en fait c'est un trio, tu vois. Arnaud Templier, lui aussi on le connaît depuis l'âge de 9-10 ans. Enfin lui c'est un peu plus tard, mais vers 9-10 ans, tu vois. C'est un trio d'amis. Voilà, c'est pour ça qu'on se permet de se foutre de la gueule les uns des autres. Et surtout avec le fou là de Templier là. Oh putain, là je vais morfler. Hein. Il va pas me louper. Mais bon, c'est de bonne guerre, on rigole. C'est l'esprit sportif. Voilà, il faut avoir de l'humour, faut pas se prendre la tête, faut pas se croire pour ce que tu n'es pas. Et puis après, voilà, tout se passe bien dans le sport, ça réussit comme ça, hein, ça marche comme ça. Alors le mot de la fin, bonjour, un salut, quelconque à passer? Bah salut à tous ceux que j'ai nommés, hein, j'en ai nommé pas mal, hein, les anciens, parfois je les retrouve sur Facebook.
Et puis il y en a qui sont encore dans les combats, hein, comme on voit des Moïse Rimbon, quoi. Même s'il est à l'étranger, il est toujours là. Et puis après tous les jeunes d'avant là, avec qui on tournait, et qui venaient s'entraîner, chez Hatch dans les débuts, les Norman et je t'ai dit Johnny, tout ça. Et puis aussi donc un bonjour à tous ceux que j'ai nommés, tous les anciens. Voilà, ça me fera plaisir. Et puis voilà, c'est ce que je vais terminer là-dessus alors. Eh ben, en tout cas, merci à toi de nous avoir accordé cet entretien. Bah de rien, merci à toi Fred. Hein. Dans des conditions pas toujours évidentes. Bah non. Puis moi j'ai pas l'habitude, hein. En mon temps il n'y avait pas tout ça. Hein. On n'avait pas tous ces petits reportages, tous ces d'avant-combat. C'est vrai que ça aurait été sympa. Donc maintenant ils ont de la chance ces petits jeunes là. Bah écoute, au plaisir de te revoir en tout cas sur les shows ou dans les. Ou dans les autres parfois en surfaces. coaching, hein, parfois ça arrive. Hein, ça peut arriver avec des combattants comme Tchèque, tout ça, qui ont parfois voulu que je les coach. Donc c'est un plaisir, un honneur. Et puis dédicace à Steve Polifonte pour samedi pour ramener la ceinture. Bah Voilà. c'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. Ah, on lui souhaite ça. Merci à toi. Ok. Et puis à bientôt. Eh ben merci à toi, à bientôt. Et merci Hatch d'avoir participé. Merci. À bientôt De rien, Jean-Louis. à bientôt. À bientôt.